Vous faites bien de nous choisir pour vous informer. Vous êtes sur Radio Djena, c'est bien l'heure de votre émission plurielle de tous les mardis. Le thème qui nous réunit autour de cette émission, c'est bien agroalimentaire local, levier de souveraineté, d'emploi et de résilience en Afrique. Nous allons épiloguer autour de ce thème avec Madame Nadège Tougan. Elle est chargée de projet à l'ONG OADL, Organisation pour l'alimentation et le développement local. On va évoquer justement la souveraineté alimentaire. Est-ce un impératif pour l'Afrique? Nous allons également parler d'autres sujets comme justement les femmes et l'agroalimentaire. Elles sont bien sûr actrices invisibles ou piliers du système, entre autres questions à poser à Nadège Tougan. Bonjour. Bonjour monsieur. Vous allez bien? Ça va très bien. D'accord, nous sommes heureux de vous accueillir pour la première fois dans ce studio. Je suis très heureuse d'être là également. Tougan, là, ça veut dire quoi déjà? Tougan, ça signifie gros fusil. Tougan. Ouais, je suppose que mes aïeux étaient des gens de la chasse, quoi. Des guerriers. Tougan. Ah oui, Tougan. D'accord. On va avoir donc une grande émission aussi avec Madame Tougan. Alors, lorsqu'on parle de souveraineté alimentaire, d'abord de façon générale, qu'est-ce qu'on entend par souveraineté alimentaire? Souveraineté alimentaire, c'est notre droit à nous, le droit des peuples, à pouvoir dire que je mange ce que je produis. C'est-à-dire, quand on parle de manger, elle est d'abord culturelle. Donc, je dois dire que je peux manger ce que je veux. Je peux produire ce que je veux. Produire et manger ce que je veux. Donc, la souveraineté alimentaire, c'est le droit des peuples à produire et à consommer localement, à avoir le contrôle sur leur système alimentaire. C'est également le droit des peuples à défendre leurs semences paysannes, leurs semences datant, et également à défendre leurs terres, leur culture et également leur façon de cultiver, leurs pratiques agricoles. D'accord. Alors, en quoi justement la souveraineté alimentaire est-elle un impératif pour l'Afrique? Ou bien pourquoi dit-on qu'elle est un impératif pour l'Afrique? De nos jours, en Afrique, on dépend en grande partie, surtout côté alimentation, de ce qui vient d'ailleurs. On n'a pas à 100% la même mise sur ce que nous consommons. Et de surcroît, il n'y a plus ces semences qu'on appelle paysannes. Au village, avant que les gens cultivent, ils doivent impérativement aller payer les semences. Alors qu'avant, il y avait, après chaque récolte, on laissait de côté un petit peu de maïs, bien ça dépend de ce que tu veux cultiver, tu laisses ça de côté et chaque année tu peux cultiver. Maintenant tu es obligé d'aller acheter. Et si tu achètes, tu fais cette production cette année, l'année suivante, si tu cultives le même produit, tu n'auras pas les mêmes rendements, soit tu n'auras carrément rien parce que c'est des semences qu'on cultive une fois et c'est bon. D'accord. Donc aujourd'hui, jusqu'en parlant d'agroalimentaire, quelle différence peut-on mettre entre lorsqu'on parle de sécurité alimentaire et de souveraineté alimentaire? Quelles sont les différences? Lorsqu'on parle de sécurité alimentaire, pour couper court, manger à ma faim. Sécurité alimentaire, quel que soit ce que vous mangez. Tu manges à ta faim. Maintenant, souveraineté alimentaire, je mange ce que je produis. Je mange ce qui m'est culturel. Je mange ce que je veux. D'accord. Lorsqu'on parle de sécurité alimentaire, c'est que vous mangez à votre faim. Oui. Mais quand on parle de souveraineté, c'est que vous mangez ce que vous produisez. Ce que tu veux, ce que tu produis, ce qui t'est local. D'accord. Donc il y a une nuance, hein? Lorsqu'on voit, parce que souvent nous mangeons, oui, à notre faim, mais nous mangeons des produits qui viennent d'ailleurs importés. Et donc on n'est pas alimentairement souverain. Non. Mais on a une sécurité alimentaire parce qu'on trouve à manger à notre faim, matin, midi, soir. Exactement. D'accord. Si vous nous écoutez, c'est bien Radio Djena. On parle de l'agroalimentaire local.
un levier de souveraineté, d'emploi et de résilience en Afrique. On va évoluer. Pourquoi l'Afrique aujourd'hui, riche en ressources agricoles, dépend autant des importations? Madame Nadège. Ouais. Pourquoi l'Afrique dépend autant des importations? Déjà, la plupart de nos semences ne sont plus des semences paysannes. La plupart de nos semences sont importées. On achète les semences. Et aussi, il y a ce manque de financement-là qui est récurrent en Afrique. Il n'y a pas des acteurs qui soutiennent l'agriculture. Même s'il y en a, ce n'est pas tout le monde qui soutient cette naturellement, nous avons des ressources agricoles. Nous avons des ressources agricoles. D'accord. Maintenant, qu'est-ce qui manque pour justement exploiter ces ressources? Ce qui manque également, je dirais qu'on n'a pas les techniques de transformation, bien de conservation qu'il faut afin de garder plus longtemps ces produits qui viennent de nos champs. Et puis, il y a aussi les politiques. Nos politiques ne favorisent pas forcément cette souveraineté alimentaire-là. Il n'y a pas de politique, par exemple, sur les taxes pour dire que pour les produits importés, on augmente peut-être les taxes pour dissuader. Il n'y a pas ces mesures dissuasives-là. D'accord. Alors aujourd'hui, lorsque vous parlez justement des politiques, justement, comment devraient mener ces politiques-là pour soutenir justement les filières agroalimentaires locales? Okay. Comme je le disais tantôt, il faut vraiment penser à subventionner nos producteurs locaux. Et également, je parlais aussi des politiques. Il faut pouvoir mettre en place des politiques qui favorisent nos producteurs. Des taxes, par exemple, des taxes qui vont dissuader. Quand je produis local, je ne dois pas payer autant de taxes. Cela va permettre à ce que les produits que nous consommons ici ne soient pas des coûts élevés que les produits qui viennent d'ailleurs. C'est ce que nous remarquons. D'accord. Nous allons continuer avec notre invité, Nadège Tougan, qui est la chargée des projets au niveau donc, de l'ONG OADEL. Alors, entrepreneuriat agroalimentaire, un secteur d'avenir pour les jeunes, c'est une question. Hein? Est-ce que c'est un secteur d'avenir? Oui, je dirais oui. Parce que ce secteur emploie assez de jeunes actuellement. Ça permet à beaucoup de jeunes de subvenir à leurs besoins. Donc, je dirais que c'est un secteur qui est porteur. C'est un secteur porteur, juste parce que ça donne de l'emploi. Ou s'il y a d'autres indicateurs oui, parce qu'on a de l'emploi, d'accord. Mais est-ce qu'on est épanoui dans l'emploi que les jeunes ont aujourd'hui? Quand on n'a rien, on prend ce qu'on a. C'est ça. Vous êtes chômeur, ok. Quelqu'un dit, voilà, venez transporter mes produits chaque matin pour le marché. Alors vous êtes là, mais vous n'êtes pas épanoui. Est-ce que c'est un secteur d'avenir si vous n'avez que ça, Madame Nadège? Oui, on parlait tantôt de souveraineté alimentaire. Donc, allant dans ce sens, il faudrait que nous puissions transformer ce que nous produisons. Parce que la transformation, ça ajoute de la valeur à nos produits. Et ça rend les produits un peu plus chers. Ça conserve également le produit. Donc, il faut vraiment qu'on s'imprègne de la transformation, qu'on sache transformer nos aliments, qu'on sache les conserver, qu'on sache les protéger aussi, pour aller dans le sens des semences. Si l'entrepreneuriat agroalimentaire est un secteur d'avenir, quels peuvent quand même être les freins par rapport aux jeunes? Quels peuvent être les freins à l'essor de ce secteur-là? Pour les freins, il y a d'abord ce côté financier qui est toujours récurrent. Il n'y a pas l'accès facile au financement. Il y a les problèmes fonciers. Et nous avons également le manque de formation. Ce n'est pas tous nos entrepreneurs agroalimentaires qui ont cette formation de base pour pouvoir se dire entrepreneur agroalimentaire. Ils se sont fait former
sur le tas. Ils ne maîtrisent pas vraiment. Donc, il y a aussi l'agriculteur n'est pas considéré dans nos milieux. Quand on dit que quelqu'un est agriculteur, il n'est pas vraiment considéré. Donc, on doit pouvoir valoriser Ce nos sont agriculteurs. les sous-hommes. Un des agriculteurs, Bévi. Agriculteurs, Bévi. Donc, ils ne sont pas vraiment considérés, alors que c'est eux qui nous nourrissent. On achète avant de prendre chez eux. Hein? Parfois, donc, on peut avoir ils ne nous nourrissent pas. On peut avoir l'argent, mais ne pas trouver à acheter aussi. Ou bien. Et donc, ce sont eux qui nous vendent. C'est bien ça. C'est qui nous nourrissent, d'accord. Alors, vous dites que parmi les freins, l'accès au financement. Est-ce qu'il y a des financements, mais que les jeunes ne savent pas aller les chercher, ou c'est juste parce qu'il n'y a pas de financement? Ouais, il y a des financements. Parfois, c'est le manque d'information qui limite l'accès à ces financements. Et je dirais que pour pouvoir avoir accès à ces financements, il y a beaucoup de critères qui sont mis en avant pour ne pas octroyer ces financements à n'importe qui. Donc, c'est comment aller chercher ces financements qui posent problème. Qui posent problème. Donc, le financement existe. Il y a des financements, même si ce n'est pas beaucoup, il y en a quand même. Il suffit de savoir où frapper, de savoir chercher, d'être à l'affût de l'information. Les financements sont où? Vous dites qu'il y en a c'est où? Il faut les trouver où, ces financements? Il y a des institutions de financement. Il y a FIDA, il y a MIFA, ce genre de financement. Et il y a également des projets qui appuient au financement. Il y a des microfinances également. Il faut savoir monter les dossiers. Oui, c'est tout ce qui manque. D'où la formation. La formation, justement, de ces jeux. Et parlant de formation, quelles sont justement ces compétences à développer pour réussir dans l'agroalimentaire? Ouais, pour réussir dans l'agroalimentaire, il faut d'abord maîtriser le process. Qu'est-ce que je veux transformer? Il faut d'abord maîtriser le process. Il faut... Vous parlez de processus. Oui, comment fabriquer. Genre, je veux faire... du yaourt, il faut des étapes, il faut les maîtriser. Et comment les maîtriser? Il faut se faire former. Donc, parlant de process... Quand vous dites former, c'est-à-dire qu'il faut aller à l'école parce qu'il y a des formations sur le tas. Oui. Quand vous parlez de formation, il faut qu'ils aillent où se faire former? Qui doit les former? Actuellement, pour ce qui est de l'université, il y a l'ESTEBA qui forment les ingénieurs agroalimentaires, les techniciens agroalimentaires. Maintenant, selon le niveau, il y a également des centres de formation qui forment. Il y a le centre Solagnon, il y a des centres à l'intérieur du pays qui forment sur le process. Si tu ne maîtrises pas le process, tu peux beau transformer, mais ton produit ne sera pas forcément de qualité. Parce que quand tu te feras former, on va te parler de bonnes pratiques d'hygiène, on va te parler des 5 M pour pouvoir faire sortir un produit qui plaît aux consommateurs et un produit qui t'est rentable. Parce que à des températures données, tu peux produire, tu ne peux pas faire du yaourt. Donc, tu vas gaspiller ton lait comme ça. Maintenant, quand tu maîtrises tout ça, ton rendement sera meilleur. Donc, il faut se faire former. Et également, si tu finis de te faire former, il faut savoir vendre également. D'où la formation en marketing. Les réseaux sociaux actuellement, le e-commerce, essayer de pouvoir maîtriser tout ça pour pouvoir mieux mettre en avant ses produits. C'est quoi les 5 M? Les 5 M. Il y a M. Bon, c'est des process pour pouvoir... Bon, c'est des étapes ou bien c'est des thèmes pour pouvoir mieux fabriquer. M comme matière, M comme main-d'œuvre, M comme moyen, M comme milieu et M comme méthode. Donc, ça fait partie du processus pour aboutir. Oui, méthode. Comment est-ce que tu fabriques? Genre, je ne peux pas vouloir fabriquer du yaourt et appliquer le process de fabrication de l'huile. Il y a la matière première. Je ne peux pas fabriquer du yaourt avec de l'huile rouge. Il y a le milieu. Là où est-ce que je fabrique?
c'est comment? Est-ce qu'il y a les toiles d'araignée? Est-ce qu'il y a les sables? Est-ce qu'il y a la poussière? Il y a la main d'œuvre. Qui est-ce qui fabrique pour moi? Ainsi de suite. D'accord. Alors, lorsque vous parlez de formation, vous vous faites former avant de venir commencer votre entreprise, ou c'est quand vous avez l'idée d'entreprendre, vous avez peut-être les moyens qu'il faut aller se faire former, ou bien vous allez vous former en attendant d'avoir les moyens pour commencer à entreprendre? Avant d'entreprendre, bon, moi je vais donner ce que je pense. D'abord, il faut avoir l'idée. Il faut penser à la chose, ce que je veux faire. Bien sûr. Maintenant, il faut se donner les moyens. Les moyens, c'est-à-dire, il y a le côté financier pour pouvoir aller se faire former. Et également, aujourd'hui, il y a plein de formations qu'on peut trouver en ligne. Donc, tu essaies d'aller en ligne pour pouvoir avoir ces formations-là. Et après, tu dois pratiquer. Tu dois pratiquer, pas forcément pour vendre, mais pour faire goûter à ton alentour et avoir le retour avant de te lancer véritablement. C'est ce qu'on appelle la dégustation. Oui, offrir des dégustations. C'est le point fort de Wadel, hein? La dégustation. À la dégustation, ça crée de l'envie et puis ça crée des clients. Bien sûr, bien sûr. Toujours à l'écoute de Radio Djena, nous sommes avec Nadège Tougan. Elle est chargée de projet à l'ONG Owadel. Avec elle, nous parlons du thème lié à l'agroalimentaire local, levier de souveraineté, d'emploi et de résilience en Afrique. Alors, parlons toujours d'entrepreneuriat agroalimentaire. Y a-t-il un écosystème favorable à la transformation locale des produits agricoles? Nadège. Si, il y a un écosystème favorable. Déjà, nous avons nos produits les produits agricoles qui sont là, qu'il faut transformer. Ça, c'est un acquis. Il y a la population togolaise, elle est jeune, d'où peut se lancer dans la transformation agroalimentaire. Il y a également quelques financements sur lesquels on peut s'appuyer pour pouvoir démarrer. Il y a de ces ONG-là qui accompagnent ces entrepreneurs agroalimentaires pour pouvoir commencer par transformer, par valoriser nos produits locaux. Donc, vous pensez que tout est là? Tout n'est pas là. À côté de chaque bonne action, il y a toujours les freins. Les freins, on en avait parlé tantôt. Il y a les politiques qui ne sont pas toujours favorables. Et aussi, nous, les consommateurs, qui ne sommes pas encore éduqués ou bien n'avons pas encore cette facilité à consommer nos produits locaux, pensant que les produits importés sont meilleurs parce que sont mieux présentés, tout ça. Donc, c'est également le lieu de sensibiliser nos consommateurs à préférer ce qui est proche de chez eux, parce que on sait comment c'est transformé, comment c'est produit. C'est pas ultra transformé, ça garde toujours ses minéraux, ses vitamines, et puis ça soutient l'économie locale. Ça crée de l'emploi parce que c'est nos jeunes frères qui transforment. Forcément, vont employer des ouvriers qui sont également nos jeunes frères, qui ne seront plus forcément au chômage. Et justement, ça m'amène à cette question suivante. Vous l'avez évoqué peut-être antérieurement. Comment peut-être encourager la consommation des produits locaux et surtout sains? La consommation locale, c'est notre devoir. D'abord, pour pouvoir y arriver, il faut... C'est un devoir. C'est un devoir. Quand on dit devoir, c'est que vous êtes obligé. Oui, nous sommes obligés de consommer. Vous n'avez pas fait vos devoirs, vous êtes obligé. Nous sommes obligés de consommer local parce que ça soutient l'économie locale, ça soutient nos frères et sœurs. Et c'est des produits qui sont transformés à côté de chez nous. On maîtrise un peu les conditions dans lesquelles c'est transformé. Et pour y arriver, il faut sensibiliser la population. Beaucoup de sensibilisation, apporter la bonne information
Donc, il y a des mauvaises informations. Forcément. Venant d'où? Parce qu'actuellement, il y a l'Internet et tout. Si tu ne sais pas faire la part des choses... Il y a la publicité qui embarque. Ouais. Et donc, il faut savoir faire le tri. Il faut savoir faire le tri des informations. Donc, en ce sens, OADEL essaie de jouer sa part, de jouer sa partition pour apporter la bonne information, sensibiliser et essayer également de faire des recherches pour revaloriser les produits qui sont en voie de disparition. Ces mets que nos parents consommaient qui aujourd'hui ne sont plus vraiment valorisés. Et aussi, on essaie de produire plein de documents sur comment transformer sainement tel ou tel produit. Et également, dans quelles conditions consommer. Quel emballage utiliser, par exemple, pour conditionner tel produit. Même dans la rue, dans quel emballage acheter nos produits. Quel emballage préféré. Par exemple, Akpan, dans les plastiques, c'est pas conseillé. Avant, Akpan, c'était dans les feuilles de bananier ou bien dans les feuilles. Maintenant, c'est Akpan dans les plastiques. Alors que aliments chauds dans de l'emballage plastique, c'est pas du tout conseillé. C'est les pas seulement pour Akpan, même pour d'autres aliments. Pour bouillir, pour aïmolou, c'est pas conseillé. Tant que c'est chaud, c'est des lessiviations, c'est des substances qui migrent dans ta nourriture que tu consommes et après, jeunes que nous sommes, nous développons des maladies qui n'existaient pas. Cancer, obésité, hypertension, diabète, tout ça là. C'est notre alimentation qui nous crée ce genre de soucis. Donc pour le moment, comment encourager cette consommation? C'est la sensibilisation. Beaucoup de sensibilisation, beaucoup de démonstrations et aussi, pourquoi pas les dégustations, les publicités également pour pouvoir faire découvrir et la formation des jeunes. Des jeunes, d'accord. Alors, vous avez évoqué, ressorti justement la valeur, tout ce qui se cache derrière les produits locaux et justement, que valent ces produits transformés localement sur le plan nutritionnel. Je voudrais que vous ressortez cela, sur le plan nutritionnel. Les produits locaux sont plus nutritifs. Déjà, quand un produit parcourt de longues distances jusqu'à arriver, il y a beaucoup de vitamines qui sont perdues. Ça, c'est d'office. Maintenant, les produits, nos jus qu'on appelle les jus en brique qu'on vend en supermarché là. En brique? Genre en carton. Oui. Qu'on vend en importé là. Où est-ce qu'on trouve autant de jus pour fabriquer ces jus qui parcourent des kilomètres de fruits pour fabriquer ces jus qui parcourent autant de distances et on les vend à vil prix. Et aussi qui ont une si longue durée de conservation, sachant que un fruit ne dure pas autant. Et aussi, ces produits importés sont bourrés d'additifs parce qu'on a besoin de les conserver. Bien sûr. Donc, on injecte dans ces produits d'autres substances qui, consommées, ne sont pas favorables pour notre santé. C'est des sources de cancer, des sources de diabète. Il y en a même qui ne sont plus autorisées à l'Europe, par exemple, mais qui continuent par être incorporées dans les produits qu'on nous envoie. Ce qui n'est pas conseillé. Le cas de l'huile. L'huile, par exemple, quand on chauffe trop l'huile, les huiles importées, c'est de l'huile rouge clarifiée qu'on essaie de chauffer. On chauffe ça, le chauffage, ça facilite ou bien ça engendre la perte de vitamines. Donc après la perte, ils essayent d'incorporer des vitamines. Vous allez voir sur les huiles, mais enrichies en vitamine E, alors que l'huile naturellement en contient. On apporte de la vitamine qui est synthétique. Du coup, quand à côté, il y a la bonne dame qui fait l'huile rouge, déjà, que je peux consommer, ou bien l'huile de coco. Bien sûr. Que je peux consommer. Pourquoi ne pas préférer ça et avoir les minéraux là
pour moi. C'est Que de prendre ce qui est bourré d'additifs, c'est cela. Ouais. D'accord. Alors, nous allons parler maintenant des circuits. Voilà, hein. Comment les circuits courts peuvent-ils concurrencer la grande distribution? D'accord, d'abord, c'est quoi la grande distribution? C'est quoi un circuit court? Madame Nadège. Un circuit court, comme exemple, je dirais, il y a le cultivateur au champ qui récolte ses produits et les amène au marché directement. Ça, c'est un exemple de circuit assez court. Maintenant, pour les circuits extra longs, il y a le producteur, il y a l'intermédiaire 1, intermédiaire 2, l'intermédiaire 3 jusqu'au consommateur. Si je peux schématiser cela comme ça. Et justement, comment ces circuits courts peuvent-ils concurrencer la grande distribution? Oui, quand le circuit est court, les coûts sont réduits. Le consommateur est plus proche du producteur et également ça soutient fortement l'économie locale. Et puis, mais bon, pour y arriver, il faut une très bonne organisation pour y arriver. Il faut avoir la main-d'œuvre. Et puis un processus rigoureux. La logistique, des plateformes bien assises pour pouvoir y arriver. Donc, vous encouragez les circuits courts. Oui, parce que le circuit long, ça n'avantage pas le producteur. C'est lui toujours qui est perdant. Le consommateur achète plus cher. D'accord. Si vous nous rejoignez, vous êtes sur Radio Djinnan. Dans l'émission plurielle, nous évoquons le thème lié à l'agroalimentaire local, levier de souveraineté d'emploi et de résilience en Afrique. Invité, Madame Nadège Tougan, chargée de projet à Ouadel. Nous allons parler maintenant de l'accès au financement. Alors, aujourd'hui, quel type de financement existe-t-il? Vous l'avez dit. Et pour les petites entreprises, vous avez dit qu'il y a des financements, d'accord. Il faut savoir aller les chercher. Quels sont ces types de financements qui existent? En matière de financement, je dirais qu'il y a les programmes d'appui des gouvernements. Il y a eu MIFA. Il y a les ONG également qui appuient. Il y a les fonds internationaux. J'avais parlé de FAO, BAD, mais il faut vraiment respecter des critères pour pouvoir avoir accès à ces financements-là. Et il y a les tontines, il y a les IMF, les institutions de microfinance, qui appuient également ces transformateurs agroalimentaires. Est-ce que vous assistez à les petites entreprises, vous en tant qu'OADEL, dans ce schéma d'aller chercher les financements? OADEL fait la promotion de la consommation locale. L'appui que nous apportons aux unités, c'est des appuis pour mettre sur le marché des produits de qualité. C'est ce genre d'appui que OADEL fait. OADEL n'octroie pas de fonds aux unités de transformation. Non, je ne dis pas que vous donnez des fonds. Est-ce que vous assistez les entreprises agroalimentaires dans la recherche des fonds? Est-ce que vous les aidez par exemple, à monter des dossiers? Est-ce que vous les dirigez vers... Non, OADEL ne fait pas ça. Vous n'êtes pas... Ça ne fait pas partie de vos cahiers des charges. Non. C'est cela. D'accord. Alors, aujourd'hui, comment intégrer les innovations technologiques dans la transformation locale? Nadège. Les innovations techniques, ok. Technologiques. Oui. De nos jours, nous avons les plateformes de e-commerce. C'est de pouvoir les intégrer pour vendre nos produits. Et également, nous avons l'énergie renouvelable. Par exemple, avant, on séchait au soleil. Maintenant, il y a des séchoirs solaires. On n'a pas besoin d'exposer les produits au soleil, mais bon, il y a le soleil qui aide à pouvoir sécher ces produits-là. Il y a les biodigesteurs, les déchets issus de nos transformations, on peut les transformer en énergie afin de pouvoir les utiliser. Donc, c'est en ce sens qu'on peut intégrer un tant soit peu les innovations dans notre transformation de tous les jours. Est-ce que ça garde
cette magnitude locale lorsque vous intégrez ou lorsqu'on intègre justement ces innovations technologiques à tout ce qui est transformation locale? Est-ce que ça garde ça? Voilà. L'innovation technologique, c'est quoi? Ce dont moi j'avais parlé, c'est de pouvoir sécher, mais pas utiliser forcément l'électricité, mais plutôt utiliser le soleil. Ça amoindrit les coûts de l'énergie. Donc ça n'agit pas sur la qualité de l'aliment. D'accord. Alors, le rôle des incubateurs et des centres de formation dans la professionnalisation du secteur, c'est quoi ce rôle-là? Les incubateurs, eux, ils accompagnent ces petites entreprises-là. Ils accompagnent sur le côté technique, ils octroient des formations et également aident ces unités à chercher du marché. Parce que si je produis, je dois pouvoir vendre. Et également, ces incubateurs, ils font des appuis en équipement, par exemple, ou bien des appuis pour pouvoir certifier ton produit. Il y a ce genre d'accompagnement que ces incubateurs font. C'est également le lieu de rencontre d'autres unités, c'est le lieu de partage d'idées sur d'autres activités qui se font par d'autres unités également. D'accord. La femme au centre de l'agroalimentaire, on en parle. Actrice invisible ou pilier du système? Nadège Tougan, la femme. La femme. Actuellement, la femme, elle représente plus de 60% de la main-d'œuvre agricole en Afrique. Donc, on a... En Afrique? Ouais. Mais est-ce que ça étonne? Parce que la femme est la population la plus élevée, non? Évidemment. Et donc, ça ne devrait pas étonner? Ça n'étonne pas. Donc, la femme, c'est elle qui a la capacité de pouvoir transformer et également la capacité de pouvoir commercialiser les produits. Donc, la femme est vraiment au cœur. Bien que c'est elle qui reste à la maison, mais c'est elle également qui a cette capacité, cette facilité-là de pouvoir transformer. Certes, les hommes transforment, mais de manière plus fluide, c'est la femme qui y arrive. Et c'est la femme qui est la gardienne des savoirs culinaires et également de nos semences. C'est la femme qui garde ça. Souvent, l'homme n'est pas à la maison, mais c'est la femme qui a la capacité de pouvoir mémoriser, de pouvoir ajouter sa touche à chaque cuisson ou bien, oui, à chaque transformation agroalimentaire. Donc, si on comprend, elle n'est pas actrice invisible, c'est un pilier. C'est un pilier. Et dans cette chaîne de valeur, justement, lorsqu'on veut parler du processus dans la chaîne de valeur par rapport à la femme, elle commence où? Cette chaîne de valeur, elle s'arrête où par rapport au rôle de la femme? La femme, elle est au tout début, depuis la production jusqu'à la transformation et la commercialisation. La femme, elle est partout. Parce qu'il y a des femmes... Au début, ce n'est pas elle qui a émis l'idée. Est-ce qu'elle est au début, en fait? Parce Comment elle n'a pas émis l'idée? Moi, j'ai eu l'idée de créer mon entreprise, d'accord? Et puis voilà. Et la femme, il y a deux cas. Puisque vous dites qu'elle est au début et elle est à la fin. Oui. Voilà. Le début, c'est l'idée. Elle peut aussi émettre l'idée. Ou bien vous aider à accentuer l'idée. Vous aider à mûrir l'idée. Voilà. Ouais. Donc, elle est un peu partout. Donc, que ça soit au champ, que ça soit au niveau de l'idée, que ça soit au niveau de la vente, au niveau de la transformation, de la conservation, elle est partout. Donc, elle est au début et elle est à la fin. Exactement. C'est ça? Oui. Ok. Quel obstacle rencontre-t-elle quand même? On sait qu'il y a des obstacles en matière d'accès au foncier ou au crédit ou à tout. Quelles sont les difficultés que rencontre la femme, sinon les femmes dans l'agroalimentaire? Les femmes dans l'agroalimentaire, déjà il y a ce problème de maternité qu'elles rencontrent souvent. Déjà quand tu as 2-3 enfants, tu es limité quoi. Et aussi il y a assez de charges de travaux domestiques. Il y a dans nos milieux, la femme n'a pas
assez facile au foncier pour pouvoir cultiver ou bien pour pouvoir avoir son espace de transformation agroalimentaire. Pourquoi? Si la terre est là, elle est là pour tout le monde. Pourquoi la femme particulièrement a des difficultés à avoir accès à ces terres? Il y a ce problème de genre qui se pose dans nos cultures. Parce qu'on dit que bon, c'est l'homme qui doit aller au champ et tout, c'est l'homme qui prend la décision. La femme n'a pas son mot à dire. Mais bon, de nos jours, il y a des actions qui se font en faveur des femmes. Ce n'est plus aussi coriace, ce n'est plus aussi caduc comme au début. Ça a commencé par se diminuer un peu, mais ce n'est pas encore totalement réglé. Il y a ce problème foncier qui se pose. C'est plutôt culturel. D'accord. Si la femme a des difficultés à avoir accès au foncier, pourquoi doit-elle avoir des difficultés à avoir accès au crédit? Parce que quand la femme demande, normalement, on lui donne. Oui, bon, pas grâce aux politiques qui sont là actuellement. La femme a plus accès au crédit que l'homme. Maintenant, la femme a reçu l'argent, elle revient à la maison. Voilà le monsieur qui dit que niet, l'argent là, c'est pas pour toi, il faut me remettre ça avec la force. Bon, la femme, elle donne parce que il y a la peur, si tu ne sais pas faire, tu auras des problèmes avec ton mari. Donc, il y a ce volet culturel qui hésite toujours. C'est le volet culturel qui suit toujours. Donc, ça suppose que la culture est un frein à certains endroits. Ouais. Frein à l'épanouissement de la femme ou à l'essor de l'agroalimentaire. Je dirais les deux, parce que la femme, c'est un pilier de l'agroalimentaire et également, la femme a également besoin de s'épanouir. Donc, pour éviter tout ça, c'est continuer les sensibilisations. Heureusement, il y a beaucoup d'ONG qui traitent du genre, de l'équité, de l'égalité. Donc, je les encourage vivement à toujours continuer ce genre de sensibilisation pour pouvoir éveiller les esprits. Difficulté à avoir accès aux terres, difficulté ou peut-être souplesse à avoir le crédit, mais difficile en tout cas d'utiliser ce crédit-là. Mais pourquoi la difficulté à avoir accès à la formation au niveau de la femme? Comme je le disais tantôt, il y a parfois la maternité qui limite. Tu es devenue maman, tu n'as personne pour t'aider. Il y a le monsieur aussi qui va à ses occupations. Donc ça aussi, ça limite. Et bon, je dirais que c'est la majeure. Et puis le manque d'information aussi. Il y a le manque d'information. Dans les structures de formation également, il n'y a pas de crèche, par exemple, pour laisser son enfant à côté pour pouvoir aller, suivre. Voilà, faire justement ce qu'il faut. Ouais. Aller faire ce que les hommes font aller se aisément. Faire former aisément. D'accord. Alors, et comment renforcer justement la place de la femme dans la gouvernance alimentaire locale? Ouais. Il faut mettre en avant les politiques. Il faut avoir des politiques d'accès équitable aux ressources. Exhorter le gouvernement à mettre en place des politiques qui puissent soutenir la femme. Alors, au côté de la terre, pour avoir accès au crédit et pour pouvoir faciliter la formation. Et aussi continuer, je sais qu'ils le font, continuer par soutenir les coopératives de femmes. Et aussi appuyer à la visibilité, à la valorisation grâce aux médias. Genre, continuer pas à faire la publicité des produits des femmes sur les médias. Et quand on sait que la publicité coûte cher, s'il y a moyen de faire des appuis en ce sens, ce serait vraiment avantageux pour les femmes. Les femmes, d'accord. On aura fait le tour aussi de façon ramassée. On voudrait peut-être conclure par rapport à cette thématique agroalimentaire locale, levier de souveraineté, d'emploi et de résilience en Afrique. Qu'est-ce qu'il faut dire? Qu'est-ce qu'il faut retenir? Nadège Tougan. Merci. La souveraineté alimentaire, je dirais que c'est ce qu'il nous faut actuellement parce que nous avons besoin d'avoir une identité culturelle en matière d'alimentation. Donc, nous devons plus nous tourner vers l'agriculture pour
pour pouvoir garder le peu qui reste de nos semences paysannes. Et aussi après production, avoir la capacité de se faire former, s'intéresser aux produits, à l'agroalimentaire en général, pour pouvoir conserver ces produits. Et surtout ne pas léser la femme dans tout ce processus-là. Faciliter l'accès aux femmes à l'agroalimentaire par des actions de soutien. Par exemple, je parlais tantôt des crèches tout proches de leur service pour pouvoir garder leurs enfants. Et aussi, pour aller en ce sens, OADEL, dans le cadre de FESMA, organise un forum. Le FESMA, c'est le Festival Marmite. Voilà. Organise un forum sur la souveraineté alimentaire. Et ce forum verra la participation des jeunes de toute l'Afrique, parce qu'il y a des jeunes qui vont venir de la Côte d'Ivoire, du Bénin, plein de pays d'Afrique qui seront là. Et ce forum va se tenir du 4 au 6, du 4 au 10 août. 10 août, dans 2 mois. Je dirais plutôt, pour être vrai, du 6 au 10 août. D'accord. Ce sera à Canal Olympia, Godopé. Donc, durant ces jours-là, il y aura des panels, des tables rondes qui vont essentiellement parler de la souveraineté alimentaire, de l'agriculture, de l'accès au financement, etc. Qui seront meublés par des panélistes de haut niveau, des experts du domaine. Qui viendra peut-être un peu partout aussi, oui. également. D'accord. On aura fait le tour, je crois, pour aujourd'hui. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous également. On se retrouve avant la fin du mois. Très, très prochainement. Prochainement, c'est mieux. Très, très prochainement, là, voilà. On aura le temps, justement, de vous retrouver ici. Merci de nous avoir suivis. Merci encore une fois à Madame Nadège Tougan, chargée de projet à l'ONG OADEL. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. Pluriel du jour, c'est bien terminé. Je suis Latif Yorouma. On se retrouve mardi prochain. Bye bye.